Justement, je vous remercie tous. C'est vrai que vos interventions nous confortent dans l'idée qu'on est sur le bon chemin. Parce que Dominique aussi est un chef de projet sur l'émission à la fin. Voilà, donc écoutez, ça nous conforte et puis on va continuer. Voilà, donc on vous donne rendez-vous à 17h45 pour la plénière à l'hôtel de la région. Puis je vous remercie encore. Merci beaucoup. Là, il y a une solution immédiate, c'est qu'on va les manger pour tenir sur le reste de l'actualité. Nouriati, est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent intervenir sur les sujets que nous avons abordés? Sinon, Nouriati, et puis je donnerai la conclusion à notre ami Pierre Giraud, qui, je le rappelle, est le délégué PACA d'Électriciens sans frontières. Alors, donc, moi, je voulais juste revenir sur une petite précision, parce qu'on a parlé beaucoup d'éducation, qui est très important. Je reviens toujours sur la question de l'éducation, d'abord parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup. J'ai fait pas mal d'interventions à ce niveau-là. Je fais partie aussi de la coopérative de ELV, donc nous parlons beaucoup en commission au niveau de l'éducation. Donc je voulais aussi préciser, au-delà des interventions qu'on fait dans les pays du Sud, Électriciens sans frontières fait des formations au... En Californie, il y a une période de sécheresse particulière, plus la fracturation hydraulique. Le maire de San Francisco vient de prendre une décision interdisant de mettre des carafes d'eau à la disposition des clients dans les restaurants sans que les clients les aient demandé. C'est une pratique à San Francisco. Chaque fois que le client vient s'asseoir pour manger, etc., on commence par lui servir de l'eau. On interdit, c'est le niveau que ça atteint. Hein. On demande aux citoyens de surveiller les voisins pour voir s'ils appliquent bien l'interdiction d'arroser les jardins, d'arroser le gazon, etc. On transforme, on a créé une situation, on a aggravé, parce que la sécheresse en Californie, elle ne vient pas simplement de la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique a simplement considérablement aggravé les conséquences de la sécheresse. Mais on prend des décisions sans y réfléchir. Les gens sont extrêmement contents parce qu'il y a plein de gens qui se sont enrichis. Il y a des villages, des coins où on fait cette fracturation hydraulique aux États-Unis qui étaient presque morts économiquement, qui ont été subitement complètement redynamisés. En France, on vient nous donner ces exemples. Je pense en Ardèche, etc. On vient donner ces exemples en disant mais vous ne vous rendez pas compte, vous allez devenir richissime si vous acceptez de faire la fracturation hydraulique. Et ne sont pas pris en compte tous les éléments, et on voit quand on regarde tous les éléments que tout ça c'est grave, que effectivement c'est ce que disait Alain tout à l'heure, Alain Persat, il faut absolument voir la rentabilité sociale des activités, des décisions qui sont prises. On ne peut pas voir simplement l'intérêt individuel des quelques-uns qui vont s'enrichir considérablement sur une décision comme par exemple l'autorisation de la fracturation hydraulique. Lorsqu'on produit de l'énergie, on regarde l'énergie consommée pour produire de l'énergie. Or, ce calcul est très complexe. Parce que, par exemple, pour produire du pétrole, combien on a dépensé pour extraire le pétrole? D'accord, et combien on a dépensé pour former les gens qui extraient le pétrole? Combien on a dépensé pour déplacer les gens qui sont allés faire la recherche de l'endroit où il forer? La limite est très très floue. Donc les calculs sont quasiment impossibles. C'est un peu comme quand on essaie de voir la consommation d'eau qu'il y a pour un kilo de viande. Tout dépend de ce qu'on compte l'eau. Et comme l'eau, de toute façon, elle retourne dans la nature, elle sert à faire pousser de l'herbe. Est-ce qu'on compte l'eau qui a bu le paysan? Est-ce qu'on compte l'eau nécessaire à laver le tracteur? Il n'y a pas de limite. Donc ce calcul est très très flou. Donc suivant les critères, on a bien des chiffres très variables. Et par exemple, le schiste bitumineux, pétrole schiste ou les schistes qu'il y a au Canada, le taux actuellement est, suivant les calculs, entre 0,7 ou 13. 0,7, ça veut dire c'est très très faible. 1, ça veut dire qu'on aurait autant dépensé qu'on aurait gagné. Mais dans certains cas, on a un chiffre inférieur à 1. C'est-à-dire on dépense plus d'énergie que ce qu'on en récupère. Ce qui, historiquement, nous montre qu'il est le début du déclin de toutes les civilisations. Parce qu'on dépense plus. Vous savez ce fameux chiffre, à partir de quand dans l'année on consomme plus de planètes que ce qu'elles nous fournissent? Vous savez qu'on en a actuellement au mois d'août, sur l'année. Le chiffre, on bascule. C'est catastrophique.
Donc notre civilisation meurt de cette mauvaise utilisation de l'énergie qui nous sert à faire de l'énergie pour faire de l'énergie, et finalement elle ne peut rien pour nous. Donc on crée. Bon, ben, sur cette... Dans la semaine de l'énergie solidaire dans le cadre de l'ESF. Donc il faut savoir que nous, en tout cas, nos chargés de mission ont pour objectif d'électrifier, de faire de l'électrification dans les pays les moins avancés, les PMA, hein. Mais on intervient aussi au niveau de l'eau. Donc c'est aussi beaucoup pourquoi je me suis rapprochée de l'ESF, puisque pour les gens qui me connaissent, ils savent que je lutte pour l'accès à l'eau, que ce soit comment ça, dans ces régions-là, mais aussi que l'eau, comment dire ça, soit rappelée aux citoyens ici en région PACA et en particulier à Marseille et auprès de la communauté urbaine, que c'est un bien commun. Donc il y a une question que j'aurais aimé poser à Pierre Segrena, même si je suis membre de la communauté urbaine, mais je ne fais que découvrir mes nouvelles fonctions. Nous, on est en train de se battre pour que les populations les plus fragiles accèdent à l'eau à travers Électricien sans frontières. On intervient de manière technique. Je lutte aussi auprès de Ou bien Commun PACA qui fera une intervention le 30 septembre, toujours dans le cadre de la semaine de l'énergie solidaire que l'on organise. Mais il y a une petite comment dire ça, incohérence quand je regarde la globalité de tout ça, c'est que nous ici en Occident, comme je le dis, en région PACA et plus particulièrement au niveau de la communauté urbaine, nous n'entretenons pas nos canalisations, c'est-à-dire qu'il y a des fuites d'eau. D'un côté, je suis dans une institution qui donne une délégation à une société privée qui est la Société des eaux de Marseille. Donc nous, à travers nos actions écologistes, on essaye de mettre en place, comment dire ça, une régie publique, donc c'est ce qu'on demande, et on demande des comptes au niveau de la SEM par rapport à l'entretien, SEM, CERAM, par rapport à l'entretien qui est fait au niveau des fuites d'eau, parce que à ce niveau-là, dans le cadre de la COP, ça serait aussi de dénoncer ces sociétés-là que l'on mandate et qui ne font pas leur travail, et ce sont des pertes d'énergie. Alors je ne sais plus combien, peut-être Alain Bersa pourra me le dire, ça représente combien au niveau des fuites? Les fuites d'eau, c'est extrêmement variable. Oui, mais en tout cas Marseille, puisqu'on est beaucoup sur ça. Ce qu'il faut voir surtout sur les fuites d'eau, c'est qu'il y a une logique économique à long terme d'une entreprise. Une entreprise qui... Le micro, parce qu'on n'entend pas. Ouais. Je travaillais à un moment donné... Je travaillais à un moment donné pour l'informatique, pour la lumière des eaux, donc c'est un domaine que je connais d'autrefois. Et peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais je m'étais rendu compte d'une chose, c'est quand une entreprise sent qu'elle va perdre un marché d'eau, elle dit, puisque je risque de le perdre, autant ne plus entretenir, puisque c'est les suivants qui entretiendront, ce qui augmente leur marge, ce qui permet d'avoir un plus grand poids avec les actionnaires, qui leur permet peut-être même de garder le marché de l'eau. C'est-à-dire, ce défaut d'entretien est gagnant des deux côtés. Soit parce que ça leur permettra de gagner tellement d'argent que du coup ils prennent du pouvoir et ils gardent le marché, soit ils vont perdre le pouvoir, donc ils gagnent beaucoup d'argent. Donc cet entretien-là ne peut pas être assumé par une logique économique actuelle de profit, mais doit être assumé par une logique, j'allais dire, collective, populaire, d'utilité. Parce que la quantité d'eau gaspillée est ahurissante. Je pense à un truc tout bête. Je marche dans la rue et je vois les gens qui nettoient le caniveau. Bon, les cantonniers, on sait comment ils font. Ils ouvrent l'eau, ça coule toute la journée. Après, quand on fume une pastis, ils viennent arrêter l'eau. C'est censé être propre. Et c'est de l'eau comment ça? L'eau potable. C'est de l'eau potable. Quand vous voyez le débit qui a été balancé pour rien, c'est ahurissant. Une collectivité qui raisonnerait de façon un petit peu raisonnée prendrait de l'eau potable pour boire, de l'eau propre pour laver et des eaux usées pour évacuer. Effectivement, ça ferait 3 circuits d'eau au lieu de 2. Ça coûterait 50% plus cher. Mais imaginez les économies qu'on ferait. Voilà. Ok, donc tout ça pour dire que Électricien sans frontières, c'est 140 projets quand même dans l'année, dont 70 qui tournent continuellement.
Donc on appelle aussi à ce que vous vous intéressez un petit peu à notre ONG. Hein. Donc si vous voulez adhérer, il n'y a pas de souci, c'est porte ouverte. Donc c'est vrai que ce sont beaucoup des spécialistes, des électriciens issus d'EDF, souvent à la retraite ou qui ont plus de disponibilité pour pouvoir assumer les missions. Mais toute réflexion qui pourrait être portée, si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre. Voilà, merci. Une question. Une question. L'énergie de ces villages, c'est recharger les téléphones portables. C'est-à-dire, c'est la communication. Ça m'a frappé parce que ça veut dire que c'est vraiment ce besoin de parler, de communiquer, de se gouverner soi-même qui est la première demande. Et la première dérive qui s'est passée pour ces productions d'énergie, c'est le chef du village qui se l'approprie pour faire marcher sa télévision, pour être au courant avant les autres de tout ce qui se passe et garder son pouvoir. Ça rejoint tout à fait ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Exactement. Et sur la communication, je peux dire que... Bon, mais on tombe au niveau zéro. Exactement le même problème sur le déplacement. Le déplacement, regardez, alors bon, c'était pour les années suite aux événements 68, on nous a mis des universités à l'extérieur de Marseille. C'est pour rigoler. On a mis des universités à l'extérieur de Marseille. Je peux vous dire que moi, à mon époque, je veux dire, dès qu'on a eu 18 ans, mon truc c'était de passer le permis par avoir la voiture pour aller à la fac. D'accord? Donc c'est-à-dire que la politique qu'on met en place, d'accord, va avoir des conséquences sur les pratiques individuelles. Donc ça c'est bon. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éduquer, au contraire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, il faut absolument que les collectivités soient exemplaires dans ces démarches-là. Pour les médias, moi je suis complètement d'accord. C'est vrai que les choses industrielles, encore plus ce que Volkswagen, je peux le dire, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, simplement, il y avait quand même des actions qui avaient été faites de ce côté-là. Sur les médias, c'est clair qu'aujourd'hui, alors le média, le problème c'est qu'il est divers maintenant. C'est-à-dire que qu'est-ce que le média? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a on voit bien que quand même il y a une prise en main en fait de certains actionnaires, et très peu d'actionnaires, enfin, on parle d'une poignée de personnes de tous les médias au niveau en tout cas français, ce qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une. Alors après. Est-ce que ça a des conséquences? Moi, on dit que oui, non. On voit bien que quand même, il y a eu quand même des émissions qui ont été retirées depuis que certaines personnes sont PDG de certains groupes. Donc, il y a vraiment à s'inquiéter. Alors, par contre, ce qui est intéressant par ailleurs, c'est qu'il y a quand même aussi, d'accord, des démarches quand même aujourd'hui plus autonomes qui ont été mises en œuvre. Par exemple, on a Mediapart quand même qui est intéressante. On a, je vous conseille aujourd'hui la création d'un média de ce type-là sur notre région hein, avec la continuation de Mars Actu, d'accord, qui j'espère fera en sorte d'être indépendant. Mais ça veut dire qu'il y a un investissement de chaque personne sur ces médias-là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'abonnement. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a gagné, hein, Jacques, j'entends bien. Moi, j'essaie d'être le côté, une petite touche un peu optimiste sur ce qui peut être négatif. Très rapidement, je veux compléter parce que ce que tu as dit quand même est très important. Ce que dit Pierre aussi, c'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne. On ne peut pas jouer que sur les médias, on ne peut pas jouer que sur l'éducation. Il faut que le reste joue le jeu si on veut que ça marche. Mais par exemple à Marseille, ils ont fait intervenir des écoles, des élèves pour nettoyer les plages. Une fois que des gosses ont nettoyé les plages, ils sont beaucoup plus éveillés à la question à ces questions-là, d'où cette question pédagogique, de faire en sorte que les enfants soient intéressés à la sauvegarde de la planète, au niveau très concret par le nettoyage de ce qu'il y a à leurs pieds, et au niveau plus général, de leur montrer les risques qu'on encourt si on ne respecte pas un certain nombre de choses dans notre monde. Et c'est vrai que l'éducation nationale doit s'intéresser à ça, c'est un maillon de la chaîne, ce n'est qu'un maillon, mais c'est un maillon et un maillon essentiel. De même pour les médias, alors là je te rassure, je dis deux choses sur les médias. Le journaliste n'est pas propriétaire de son activité. Le journaliste est un employé. Son patron, c'est le patron des médias. Même le journaliste le plus, et justement,
le tri se fait de telle manière que les journalistes ne sont pas le plus. Les journalistes sont le plus, ils font comme industriels, ils vont créer leurs propres médias. Mais les journalistes sont des employés. Quand il y a un Bolloré qui arrive à la tête de Canal+, eh ben, c'est un nettoyage. Hein. Et les gens ne disent rien. Et une Maïté qu'on croyait super, pas Maïté, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle qui fait le grand journal le soir maintenant, qu'on croyait bien sympathique, bien, etc., vient tout d'un coup nous sortir comme ça des propos favorisant le Front National, lui trouvant des grandes qualités de vérité et de choses, etc. On est tout étonné, mais tout simplement, c'est pas elle qui a changé, fondamentalement, c'est son patron qui a changé. Ce que son patron ne tolérait pas avant, celui-là le suscite. Et nous avons la réalité des choses. Donc il faut faire très attention. La question des médias, par rapport à ce que disait Alain quand il parlait justement de cette question à la fois du pouvoir, d'énergie, etc. Le pouvoir dans notre pays, il est démocratique. La démocratie, c'est le choix par la population de ceux qui vont diriger les grands choix politiques. Si ces choix ne sont pas éclairés, c'est lettre morte. C'est une forme déviée de dictature, en fait. Donc la question des médias, là-dessus, pour éclairer les positions, pas pour laver les cerveaux, mais pour éclairer, faire en sorte que les gens sachent de quoi il s'agit et qu'ils fassent leur choix en toute connaissance de cause, elle est décisive. Et le fait qu'ils aient voulu tout le temps, dans un premier temps par le monopole des médias audiovisuels, dans un deuxième temps en faisant passer ce monopole du monopole de l'État au monopole de l'argent, on fait en sorte que les médias soient toujours dans les mains des mêmes, et donc que ces mêmes veulent essayer de nous pousser dans un certain sens, d'empêcher les gens de réfléchir, d'empêcher les gens d'être autonomes et de choisir librement. C'est aussi ça, un des maillons de la chaîne. Et quand moi, ce que je disais tout à l'heure, j'entends un institut américain scientifique dire qu'on est à quelques décennies de l'impossibilité de survivre sur cette planète, je me dis, mais en fait, c'est une urgence fondamentale. Arrêtez de nous parler de Platini, parlons de ce qui est sérieux, parlons de ce qui est important. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui. C'est pour ça que notre bataille, même si peu nombreux soyons-nous, elle est fondamentale, elle est urgente, elle est de tous les moments. Par rapport aux médias, d'abord par rapport à l'état de la planète, il y a quelques argumentations que j'utilise qui montrent vraiment à quel point c'est grave. Hier, j'étais à la foire de Marseille, je lève les yeux, je fais regarder autour de moi, je dis, vous voyez un oiseau? Pas un seul oiseau, pas un seul pigeon, pas un seul gabion, pas une mouche, pas un moustique. On a tout tué. Je leur disais simplement, cherchez une forme de vie autre qu'humaine. On n'a rien vu, pas un lézard, pas une fourmi, rien du tout. Un autre exemple qui fait réfléchir. Quand on raconte aux enfants, quand on prend une voiture, qu'on allait ne serait-ce que de Marseille à Aix, petit bout de route, on n'allait pas vite. On arrivait, qu'est-ce qu'il y avait sur le pare-brise et sur la calandre? Des moustiques, des papillons, des libellules. Le pare-brise était sale. Aujourd'hui, vous faites Marseille-Paris avec des voitures qui vont très vite, vous avez un pare-brise impeccable. On a tout tué. Mais à un point, les gens ne s'en rendent pas compte. Quand vous sortirez là, vous chercherez un gabion. Pourtant, ça pullule. Vous chercherez, vous en verrez peut-être quelques-uns. Cherchez même les pigeons. Il n'y en a pratiquement plus. Autrefois, les gosses couraient au milieu d'une nuée de pigeons. Cherchez un moineau. Cherchez un martinet. Les gens ne savent même pas ce que c'est un martinet, une hirondelle. Ils ne savent même plus faire la différence. Ils connaissent mieux les marques Ikea et autres que distinguer les différentes variétés d'animaux. On a tout tué, mais à un point pas croyable. Alors maintenant, il faut trouver des solutions. On parle du journalisme. Le journalisme, moi je dis, actuellement, la logique économique est incompatible avec le journalisme. Il n'est pas possible de faire du journalisme avec cette logique économique. Parce que le journaliste a besoin de gagner sa vie. Le patron, lui, peut lui demander ce qu'il veut, le journaliste s'exécutera. Sinon, il est au chômage. Le patron, il s'achète un journal, pourquoi? Parce qu'il est multinational, il a besoin de faire gagner de l'argent à ses entreprises. Donc il est hors de question que le journal fasse une émission ou un article critiquant ce qu'il a fait dans la production chimique, dans l'emploi, etc. Et ce modèle d'entreprise, il a un autre élément, c'est qu'il a une telle puissance financière
qui devient maintenant le modèle de gestion de l'État lui-même. Et quelle est la structure actuelle du fonctionnement de l'entreprise? C'est une structure dictatoriale. Donc l'État qui veut reprendre sous prétexte d'efficacité les logiques qui fonctionnent devient dictatorial. Donc on est complètement coincé. Alors, je ne vais pas vous laisser déprimer complètement, je vais essayer de vous proposer une piste parmi d'autres. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? C'est un objet collectif. Les propriétaires, les actionnaires, il y a les salariés qui y travaillent, il y a les clients qui doivent être contentés, il y a les fournisseurs qui doivent être payés, il y a les voisins qui ne doivent pas être emmerdés. Si c'est un objet collectif, il ne faut pas mesurer, évaluer l'entreprise au seul revenu que ça apporte aux actionnaires, mais bien ce que ça rapporte à toute la collectivité. Proposons simplement sur le marché des idées qu'on mette en place le plan comptable de l'utilité sociale de l'entreprise, et pas seulement le rapport financier à ses propriétaires. Et c'est que ça change tout. Qui serait coté en bourse? Emmaüs, pour son utilité sociale, EADS, fabricant d'armes. Ça change tout. On peut très bien proposer des idées aussi simples, c'est-à-dire qu'on regarde l'entreprise, même comptablement, avec un regard différent. On va me dire, oui, mais ça veut dire qu'on va mettre du qualitatif en comptabilité. Mais ça tombe bien qu'on mette du qualitatif. On y a bien besoin aujourd'hui de plus de qualité de vie et pas de plus de quantité de vie. Donc il faut le faire, ce genre de choses. Et des propositions comme ça, il y en a plein, mais il faut les écouter. Il faut se rendre compte qu'elles sont logiques, qu'elles sont cohérentes. Voilà. Pierre Giraud, vous avez la parole. L'éducation populaire à travers l'influence des médias. Je crois qu'il y a même un vecteur sur lequel il faudrait qu'on se penche et qu'on réfléchisse beaucoup, c'est le vecteur éducatif. C'est-à-dire quid du rôle de l'éducation nationale dans ce grand chantier. Parce que vous savez très bien que c'est plus facile quand même de structurer des comportements nouveaux avec un jeune public que de changer des comportements figés et incrustés chez les adultes. D'autant plus quand ils ont un niveau de culturel et un niveau d'études pas très élevé, c'est tout à fait corrélé, c'est très difficile de faire changer les choses à ce niveau-là. Donc moi je me demandais d'une part qu'est-ce qui avait été pris en compte de ce registre-là dans les nouveaux programmes qui vont du primaire en fin de troisième, les nouveaux programmes scolaires qui vont être adoptés là. Bon, est-ce que ça a été pris en compte? Ça c'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. Dans les programmes, est-ce que ça a été pris en compte? Et ensuite, comment associer finalement la société civile et les établissements de formation, collège, lycée, école primaire bien entendu, lycée professionnel. Moi je crois qu'on a un outil quand même là qu'il faudrait essayer d'utiliser, ce sont les PEDT, les projets éducatifs de territoire, qui sont des outils très forts au service des collectivités, en particulier des municipalités, puisque a priori c'est plutôt réservé aux écoles primaires, mais rien n'empêche une collectivité au niveau d'un département ou d'une région de s'emparer de cette question et de faire qu'un projet éducatif de territoire touche aussi les collégiens et les lycéens et soit axé donc sur des développements éco-responsables. Je crois que ça serait quand même dommage de ne pas utiliser ce vecteur. Donc les projets éducatifs de territoire, essayons de les intégrer dans les politiques publiques au niveau des collectivités. Ça me paraît vraiment essentiel. Parce que vraiment, on ne bougera pas grand-chose. Si on ne bouge pas les jeunes, on n'arrivera pas à grand-chose. Merci. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors je voudrais, sur cette observation, cette journée d'immense enrichissant et qu'on a échangé, la parole vraiment à ces experts. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette réunion et présenter aussi, parce que c'est une thème qu'on se connaît, mais vous êtes polyvalent et vous investissez énormément pour ce qui pourrait faire avancer ce monde bon vivre ensemble.
Bien, écoute, mon nom c'est, je m'appelle Jacques Sansin, je suis journaliste. J'ai travaillé longtemps à la création de Radio Libre dans les années 80. J'avais négocié avec les ministères la libération des ondes. J'ai écrit des livres d'ailleurs sur la question de la libération des ondes. J'ai créé des radios, une à Marseille, Radio Galère. J'ai aidé à la création de radios en Afrique. J'ai travaillé avec le ministère des Affaires étrangères sur l'aide à la création radiophonique en Afrique subsaharienne. J'ai travaillé dans plusieurs pays, au Congo démocratique, au Mali, au Sénégal, au Tchad, au Rwanda, etc. Donc voilà, et je suis militant écologiste, je travaille beaucoup aussi sur ces questions-là. Alors sur ce matin, c'est une semaine qui est organisée par Électriciens sans frontières, qui fait un travail remarquable, en particulier sur l'Afrique, par la mise en place de panneaux photovoltaïques permettant des petites unités de production d'énergie qui peuvent aider des villages ou des activités diverses en Afrique, et c'est très, très important. Et donc ils organisent cette semaine de l'énergie solidaire pour réfléchir à cette question de l'énergie, aux déperditions d'énergie, à la question du climat, et finalement qui s'intègre très bien dans la préparation de la COP21 qui va se tenir début décembre à Paris. Voilà, alors ce matin nous avons abordé un peu toutes ces questions avec des spécialistes, avec des élus, etc. Et je crois que c'était très positif, et on va continuer par la plénière qui va se tenir ce soir à l'hôtel de région et qui va continuer à parler des thématiques que nous avons abordées ce matin. Merci, c'était la première partie, donc on a dit deuxième mi-temps, donc à 17h. Merci beaucoup, Jacques. Donc je me présente, c'est ça. Voilà, justement. Comment allez-vous d'abord? Je vais bien, merci. Qu'est-ce que vous avez tiré pour cette réunion aujourd'hui? Cette réunion, qui va être tout au long de la semaine, c'est une bonne chose. Malgré cela, j'ai pas vu trop de gens de la communauté. Manque de communication. Voilà, manque de communication, ou parce que c'est le premier jour de la semaine, il n'y a pas eu assez de mobilisation. Et ça se comprend. Alors, qui êtes-vous? Donc moi c'est Mohamed Alanfaf Mohamed Ndadjao. Je suis d'origine comorien et je suis actuellement doctorant en mix énergétique et ville du futur à l'université de Lorraine, en parallèle avec une école d'ingénieurs à Cergy-Pontoise qui s'appelle ECAM EPMI. Et voilà, donc anciennement j'étais consultant en énergie renouvelable au niveau de la direction des mines, de l'énergie et de l'eau au commun. Voilà. Et vous voyez, est-ce que c'est très important cet échange ce matin? Oui, c'était très intéressant, et ça sera encore plus intéressant les jours à venir, parce que par rapport à ce que j'ai vu dans le programme, il y a même une intervention d'un doyen Zilé au niveau des Comores. 17h. Non, c'est le 30. À partir de 18h, moi je serai intervenant. Sur scène. Voilà, je serai intervenant, et je vais un peu plus parler au niveau de l'efficacité énergétique, que ce soit en Europe, en Occident ou en Afrique, sur l'avenir de nos réseaux électriques. En fait. Changer les mentalités positives. Voilà. Essayer de changer les mentalités politiques sur tout ça, mais aussi, enseigner la population. Voilà, leur rôle dans le développement de l'énergie. Et il faut savoir que l'énergie, c'est la base du développement. Tout à fait. Comme l'avait dit M. Alain, c'est l'énergie. Quand tu as l'énergie, tu as le pouvoir. C'est ça. Donc, tant qu'on n'a pas l'énergie électrique, c'est pas stable dans nos pays, on ne va pas avancer. C'est impossible. C'est bien beau de dire
je vais créer à côté du droit, c'est l'énergie. Quand on n'a pas de droit, le droit, la justice et l'énergie, il n'y a rien qui avance. Voilà, accès à l'eau et à l'électricité. Parce que maintenant, on va créer les chambres froides pour la pêche. Il faut de l'énergie pour sinon, s'il y a toujours des coupures, ça ne sert à rien. Tout à fait, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Voilà. Nos écoles, en même temps, les bibliothèques. Tous les édifices. Voilà, à partir de 18 h, il faut que l'étudiant lambda révise. Mais comment il va réviser s'il n'y a pas de l'énergie? L'énergie, c'est les transports. Sans énergie, il n'y a pas de transport. On ne peut pas se déplacer. Sans énergie, comme l'avait dit, maintenant les investissements dans les sites isolés en parc photovoltaïque, il a dit que principalement, on a remarqué qu'en Afrique, c'est beaucoup plus pour recharger les téléphones. Donc même la communication demande de l'énergie. Donc l'énergie, c'est le centre de notre développement. Voilà. Et l'énergie et la justice. Donc on va dire à 17 h. On dit à 17 h. Merci. De changer, en fait, parce que honnêtement, quoi, je pense que si on ne change pas nos habitudes, on peut dire tout ce qu'on veut au niveau des États, au niveau du monde. Si chaque individu ne change pas un petit peu sa manière de consommer, tout simplement, forcément, on n'arrivera jamais à atteindre ces objectifs qui sont d'une importance quand même. Alors, qui sont d'une importance, pourquoi? Parce que pour le dérèglement du climat, mais aussi qui nous permettent quand même de nous reposer quand même la question. Parce que moi, je ne voudrais pas rentrer dans des débats où il y a un dérèglement, pas dérèglement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle nous repose quand même la question de savoir comment on doit consommer et qu'est-ce qu'on doit consommer. Donc, important de faire le lien avec l'énergie solidaire, parce que d'un côté, on a envie d'aider certains pays à avoir accès à l'énergie, d'accord, mais pas de n'importe quelle manière. Et c'est là où c'est intéressant de nous rappeler, nous, comment on consomme et ce qu'on fait, pas forcément de bon, on va le dire comme ça, d'accord, et comment on peut essayer d'apporter, sans être un donneur de leçons, d'accord, nos techniques et notre vision de développement des énergies dans ces pays, qui ne sont pas toujours évidents. Les projets, on voit bien que c'est... Voilà. Et surtout qu'ils ont des pratiques qui sont aussi intéressantes à nous faire remonter, parce que je veux dire, c'est quand même en termes de consommateurs, je veux dire, on voit bien que c'est assez impressionnant. Je veux dire, on voit bien que le petit bout de charbon, ce qu'ils arrivent à faire, alors que nous, il nous faut je ne sais pas combien de gaz pour faire chauffer un plat. Donc donc est-ce que ce type de démarche, d'outil plan climat, est-ce que c'est exportable? Moi je pense que oui. Je veux dire que, honnêtement, je pense que à condition que ce soit des outils concrets. Pour mettre un outil, dire que c'est un document qui est juste mis sur l'étagère, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, maintenant de pouvoir associer, d'accord, c'est ça intéressant, c'est-à-dire le local avec le citoyen, d'accord, pour se définir ensemble des objectifs et surtout des pratiques, d'accord. Je trouve que c'est plutôt intéressant dans toutes les. Je pense que ça peut être adaptable partout dans le monde. La seule chose, c'est que chaque fois on revient quand même à l'obligation de l'exemplarité de la collectivité territoriale, du politique, on va dire, pour aller vite, mais c'est ça. Et ça, c'est vrai que tant que le politique ne met pas en place une politique visible, d'accord, d'exemplarité sur ses compétences à elle, on ne sera dur de faire changer forcément les mentalités. Voilà, donc moi je pense que j'ai fini. Après on peut se poser des questions, vu qu'on n'est pas trop nombreux, ça va aller vite. Mais voilà, je te repasse la parole, Jacques. Oui, mais peut-être rapidement, j'interviens de manière sur une thématique un peu pirate là-dessus. C'est la question des médias. Je suis journaliste évidemment. Sur tout ce que tu viens de dire, Pierre, il y a quand même un problème. C'est pour atteindre ces objectifs, il faut une véritable éducation populaire. Il faut que les gens soient informés. Il faut que les gens soient sensibilisés. Il faut que les gens comprennent l'importance de ce qui est en train de se passer. Une
étude américaine explique que d'ici quelques décennies, c'est-à-dire quelques fractions de seconde à l'échelle cosmique, d'ici quelques décennies, la Terre pourrait ne plus être viable pour l'humanité. Ben, c'est quand même grave. Et de quoi parlent nos médias? De Platini, du dernier match de foot, de telle ou telle aventure people de je ne sais qui. Ces médias sont tenus par des puissances d'argent. Tu parles des efforts des entreprises. Quand je vois Volkswagen qui trompe tout le monde en créant un logiciel qui permet de falsifier la réalité de la pollution, on voit quand même la gravité des choses, ce que sont ces gens. Et ces gens-là possèdent les médias. C'est eux qui entraînent les gens dans le triomphe de l'insignifiance au lieu de les mobiliser sur ce qui est important. D'où cette question des médias. Il n'y aura pas de changement des comportements s'il n'y a pas aussi une démocratisation des médias. Et ça, c'est un véritable enjeu aujourd'hui parce qu'on en est encore loin. Je voulais placer ce point à ce moment de notre discussion avant de passer la parole à Alain Persat qui va lui nous donner, qui anime le site Trasibune et qui lui va nous donner aussi une autre perspective de ces questions d'énergie. En tout cas, de la COP21 de prévoir cette semaine, pour essayer d'ouvrir un petit peu nos expériences au reste du monde et savoir comment, malheureusement, comment on peut faire pour essayer de développer l'énergie tout en respectant les objectifs qu'on s'est fixés au niveau international. Donc je me présente rapidement. Moi j'ai été vice-président de Marseille Provence Métropole, délégué en charge de la mise en place du plan climat. Donc c'est sur cette thématique que j'aimerais débattre, puisque c'est quand même un retour d'expérience assez intéressant pour savoir justement comment faire sur nos territoires pour répondre aux objectifs qu'on s'est déjà fixés depuis plusieurs années, puisque depuis Kyoto, pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc je suis arrivé en 2008, donc derrière en 2009 nous avons délibéré pour mettre en place un plan climat. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plan climat d'abord, avant tout? Donc on doit appeler ça un plan climat territorial. Donc il proposait de quatre grandes parties. Une première partie qui fait un état des lieux du territoire en termes d'énergie. Donc où sont les grands consommateurs d'énergie sur notre territoire. Deuxième partie, ça me permet d'avoir quelque part une base de départ et de savoir d'où on part et comment on peut essayer de réduire et surtout du coup de suivre ces réductions, puisque l'intérêt quand même c'est d'arriver à répondre aux exigences qu'on s'est fixées au niveau international. Donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet c'est ce qui était important dans un plan climat que j'ai souhaité, c'est aussi de comment faire pour associer en fait l'ensemble du territoire à ces thématiques-là. Donc première chose, c'est une grande c'est essayer de mettre en place les outils permettant de sensibiliser la population, mais surtout de faire participer cette population au travers d'ateliers qui ont permis d'associer quand même plus de 400 personnes sur 2 mois. Donc ça c'était vraiment une partie importante. La troisième partie, forcément, c'est à partir de ces ateliers sortir un livre blanc qui permettent de recenser en fait l'ensemble des actions que voyaient les citoyens, que souhaitaient les citoyens au niveau de notre territoire. Ça c'est ce qu'on appelait le livre blanc, avec plus de 400 opérations recensées. Et derrière, le dernier volet, c'est le volet plutôt politique et contractuel, qui est en fait le plan climat proprement dit de l'MPM, qui recense lui 112 opérations à effectuer sur ce territoire, budgété, d'accord, pour arriver à remplir nos obligations. Alors moi je rappellerai juste les dernières obligations, puisqu'on est à la veille de la COP21, COP21 qui est quand même un sommet très important dans le sens où c'est une continuation de ce qui a été mis en place au niveau, je le disais tout à l'heure, au niveau international, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie volonté d'associer le maximum de pays. Alors forcément, on risque d'avoir
le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des objectifs qui vont être en dessous de ce qu'on espérait nous en tant que déjà population sensibilisée sur cette thématique. Mais il faut bien comprendre que aujourd'hui il y a le côté positif, c'est-à-dire que voilà, ce matin le Brésil a présenté son plan. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est finalement l'adhésion de tous les pays, en sachant que derrière, bon, parce que moi je suis un optimiste, hein, mais en sachant que derrière, il est prévu déjà dans ce sommet de pouvoir réviser dans 5 ans et donc d'espérer d'ici 5 ans d'augmenter les objectifs qu'on s'est fixés. Moi je pense que bon voilà, ça c'est le côté international. Moi je rappellerai simplement que sur notre territoire, nous on s'est engagé quand même au niveau de l'Europe, d'accord, donc de diminuer d'ici 2020, c'est demain, hein. Maintenant c'est déjà vieux, hein. Et pour 2020, d'accord, de passer de diminuer nos consommations d'énergie de 20%, de diminuer de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre, et d'augmenter de 22%, et la part d'énergie consommée, de passer à 22% d'énergie renouvelable. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, malheureusement, hein, donc c'est 4 ans après cet accord au niveau européen, on voit bien qu'on est loin des objectifs. Alors, loin des objectifs, pourquoi? C'est pas parce que l'État, il y a les États, et d'où l'importance quand même des collectivités territoriales de s'engager, elles aussi, au niveau de ces objectifs. D'où l'intérêt des plans climat territoriaux qui permettent en fait pour chaque territoire de pouvoir s'engager, elles aussi, sur la possibilité sur la volonté de réaliser ces objectifs. En sachant qu'aujourd'hui, en marge de la COP21, qui est aujourd'hui essentiellement portée par l'État français, mais par les États, d'accord, en parallèle, quand même, il y a une grande sensibilisation et un gros portage de tout ce qu'on appelle les territoires, donc que ce soit les villes, que ce soit les communautés urbaines, que ce soit, voilà, mais au niveau du monde. Et ça, c'est assez important parce que c'est assez nouveau, et ce qui a quand même permis aussi de mettre la pression, quand on le veut ou non, sur les États pour qu'ils s'engagent. C'est-à-dire qu'on le fait à l'inverse, c'est-à-dire qu'on repart sur du local pour revenir sur du global, alors que là, la part du temps, on part toujours du global pour dire revenir sur le local. Alors, d'où l'importance de ces démarches au niveau territorial. Donc moi je vais juste répéter rapidement pour le plan climat de MPM. D'abord le territoire c'est quand même 9 millions d'émissions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Il faut savoir que ces 9 millions peuvent être doublés si on intègre la région de Fos, c'est-à-dire que quelque part, ce qui nous revient, notre part industrielle, on va dire pour aller vite, d'accord. D'où l'importance, je reviens juste là-dessus pour dire que ce bilan, hein, parce que c'est la première étape du plan climat, ce bilan montre que notre territoire, d'accord, métropolitain, de MPM, de Marseille-Provence Métropole, ne correspond pas à notre territoire métropolitain, d'où l'importance d'effectuer cette mutation de ce territoire en une vraie métropole, intégrant le bassin ouest avec le côté industriel, mais aussi en intégrant Aix et Aubagne, qui sont des grands bassins de vie, tout en ayant profité en fait indirectement, hein, mais de Marseille en tant que ville-centre. Donc même sur ce plan, même sur cette thématique, on voit bien que l'obligation de faire cette métropole. Voilà, alors ça c'était le premier volet, c'est le bilan, donc on voit bien qu'on est à peu près au niveau de l'île métropole, on est en termes d'émissions, on est beaucoup plus haut que Lyon, par contre, que le Grand Lyon, pour à peu près le même nombre de populations. Donc on voit bien qu'on a des efforts à faire qui sont assez forts. On sait en plus par ailleurs, et vous savez tous, on vient de voir encore, puisqu'il y a eu encore un reportage là-dessus, et on est une des villes les plus polluées de France et d'Europe, en tout cas la plus polluée de France, et que souvent, quand même, on peut dire que c'est quand même lié pollution et émissions de gaz à effet de serre, même si il faut bien dire que l'émission de gaz à effet de serre n'est pas un polluant, hein, voilà, il faut faire bien attention, mais souvent c'est lié, les deux sont liés. Donc à partir de ce bilan, on est allé un peu plus profond de savoir quels sont les grands consommateurs, hein. Donc en fait on va faire vite, hein, pour aller un petit peu vite, mais grosso modo c'est un tiers, c'est les déplacements avec les transports de marchandises et les déplacements personnels, ça c'est un tiers. Le deuxième tiers c'est tout ce qui est en fait chauffage, climatisation de notre habitat du tertiaire, et le troisième c'est le 32%, c'est l'industrie.
Donc en sachant que la compétence sur les 30% de l'industrie ne reviennent pas au territoire, mais reviennent bien de la réglementation, et là pour le coup nationale, mais voire surtout européenne. Et il faut savoir que sur cette partie-là, sur les 20 dernières années, c'est là où il y a eu le plus d'efforts. Alors c'est drôle de ma part de défendre un côté industriel, alors que la plupart du temps on est en train plutôt de dire que c'est des pollueurs, d'accord. Mais dans ce cadre-là, il faut reconnaître que, mais sûrement pour un gain de productivité, sûrement pour un gain donc, financier, mais n'empêche que sur cette partie, c'est là où il y a eu le plus grand effort, d'accord, qui a été effectué. Donc sur les deux autres, donc le logement, on va dire, pour aller vite, et les transports, là pour le coup, les compétences locales sont importantes. Alors, on va les diviser en plusieurs parties, puisqu'il y en a où c'est la compétence propre de la collectivité, donc ça c'est comment rendre une collectivité exemplaire dans ses émissions de gaz à effet de serre, c'est quels sont les outils que je mets en place pour que mon bâti consomme moins, pour que mes outils de transport consomment moins, comment je fais pour au niveau de la collectivité, de rendre la collectivité, je l'ai dit tout à l'heure, mais exemplaire. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est comment je fais, quelles sont les actions qu'il faut que je mette en place, d'accord, sur mon territoire pour favoriser, d'accord, la diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la diminution de l'énergie, de la consommation d'énergie, et troisième, les énergies renouvelables. Alors sur les deux premiers, on voit bien qu'on a les compétences qui sont possibles, puisque je rappellerai les compétences du territoire, hein, ne serait-ce que sur l'énergie, puisque indirecte, puisqu'on est responsable des transports, on est responsable du traitement des déchets, on est responsable de la traitement et distribution de l'eau, donc ce n'est pas rien, c'est quand même des gros consommateurs d'énergie, d'accord. Et aujourd'hui, c'est de voir comment la collectivité peut répondre, d'accord, à une attente de la population et en même temps associer la population à faire en sorte de diminuer ces émissions. Donc d'un côté la collectivité exemplaire, donc ces actions ont été votées en 2012. Bon, on a 2 ans de recul. Bon, on voit bien que la volonté politique propre, d'accord, de ces collectivités est plus qu'importante. Elle est moteur, d'accord, de savoir comment on peut rendre la collectivité. Or aujourd'hui, on peut le dire aujourd'hui, malheureusement, certaines actions, d'accord, qui ont été votées, qui ont été mises dans un plan d'action, ne sont pas mises en pratique. Alors, elles ne sont pas mises en pratique, pourquoi? Alors souvent, on va répondre par du budget. Voilà, c'est exactement toujours la même réponse, alors qu'il y a énormément d'actions qui aujourd'hui ne sont pas coûteuses et qui pourraient être mises en place. Alors j'en donnerai quelques-unes, mais qui sont plutôt symboliques, mais qui sont importantes dans le principe de l'exemplarité. Donc, quand j'étais vice-président, une des actions qui a été mise en place, c'est justement de revoir quand même la vision de l'utilisation du parc voiture de la collectivité, qui est assez énorme. Je crois que c'était à peu près 800 véhicules. Donc ce n'est pas rien, voilà, comment on peut revoir, d'accord, la notion de transport au sein de la collectivité. Donc pour ça, plusieurs axes. Dans le premier axe qui a été mis en place, c'est en fait d'utiliser ce qui existe sur notre territoire, qui s'appelle autopartage, qui permettent en fait d'avoir des véhicules partagés avec l'ensemble de la population, au même titre que professionnellement. Donc cette adhésion au autopartage a fait 2 choses. Elle fait donc finalement quelque part faire une économie à la collectivité de non-investissement de véhicules, puisque étant donné qu'on utilisait des véhicules qui n'étaient pas à la collectivité, d'accord. Et la deuxième chose, c'est bon, le partage du véhicule, ça c'est-à-dire qu'on a changé quand même la mentalité pour certains qui ont joué le jeu, c'est toujours pareil, hein, puisque c'est quand même un argument aussi de fonction, hein, c'est-à-dire je vous donne un véhicule de fonction, vous avez le statut, voilà. Donc là non, il y en a qui ont joué le jeu, qui ont préféré ne plus avoir de voiture de fonction, mais du coup de voiture de service on va dire, excusez-moi, mais plutôt de faire autopartage. Et ce qu'on a vu derrière, c'est que ces personnes qui sont mises à autopartage, dans le cas d'une action professionnelle, on a vu le changement de pratique, c'est-à-dire que la personne, d'accord, a utilisé l'autopartage pour son côté personnel. C'est-à-dire que quelque part, on a diminué, d'accord, l'utilisation et l'obligation d'avoir une voiture, même pour ces personnes-là. C'est-à-dire double. C'est-à-dire d'un côté, je rends la collectivité exemplaire, de l'autre côté, j'arrive à agir au niveau du citoyen.
Voilà, donc ça c'était des actions, pareil, on a fait un énorme bilan, parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivé à Marseille, Provence Métropole, on était incapable, d'accord, de lister les biens mobiliers de la collectivité. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'on avait comme bâti, pour aller vite. Donc première chose, c'était de recenser tout ce bâti et surtout de faire un bilan de tous ces bâtis, d'accord, en termes énergétiques. Alors, derrière, c'est sûr qu'il y a forcément, pour le coup, un investissement à faire. Mais toujours pareil, c'est-à-dire que comme on doit exemplaire, il y a un retour sur l'investissement, à part que le retour d'investissement, il n'est pas sur 2 ans, mais il va être sur 10, sur 20 ans, d'accord, en termes de diminution des notes d'énergie qui permettent en fait quelque part de compenser tous les travaux qu'il y a à faire. Donc ça c'était le côté exemplaire. Alors maintenant comment on fait pour, au niveau de nos concitoyens pour essayer d'agir? Alexandre. Donc comment on peut faire au niveau de nos concitoyens? Donc là j'avais dit des grandes compétences de la collectivité qui sont donc le traitement des déchets, mais aussi le traitement de l'eau et les transports. Or, on sait que les transports sur notre territoire est quand même quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment dans le sens où malheureusement beaucoup de gens restent encore à l'utilisation de la voiture, mais souvent parce que lié au fait que la réponse en transport en commun ne répond pas aux besoins. Je reviens donc là sur la métropole pour le coup, parce que c'est exactement une des raisons de l'obligation de faire la métropole, c'est déjà le point de la mobilité sur notre territoire. Donc ça, là-dessus, MPN quand même, est un gros acteur via donc son réseau qui est la RTM essentiellement, mais pour lequel il y a un partenariat à effectuer avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour ce qui est des TER, en sachant que le TER sur notre territoire permet beaucoup de gares pour permettre de desservir quand même un certain nombre de territoires. Donc l'association des transports RTM plus le TER peut apporter une réponse quand même plutôt positive en termes de mobilité. Seulement, voilà, attendez, le problème c'est que toujours ces collectivités, quels sont les freins, hein? C'est-à-dire que ça c'est une volonté, je peux le dire puisque j'ai travaillé avec Jean-Yves Petit qui est en charge et délégué au transport, c'est de trouver la possibilité de faire travailler les collectivités ensemble. Tout encore, je répète encore, mais la métropole, je pense, apportera, j'espère, en tout cas ce maillon qui permet de faire travailler les territoires ensemble. Donc on voit bien que le local, derrière, on se retrouve forcément avec le blocage qui peut se passer entre les différents acteurs. Donc sur le transport, ça c'est le premier côté, transport en commun, mais aussi c'est aujourd'hui c'est donner. Donc j'ai parlé d'autopartage pour donner le côté voiture, mais c'est surtout aussi développer les modes doux. Il faut savoir que 40% des déplacements sur notre territoire en voiture font moins de 2 km. Donc ça me donne l'idée quand même de donner les moyens, quoi. Quelle est la possibilité là, quelle est la possibilité au niveau de la non-utilisation de la voiture, donc la non-émission des gaz à effet de serre qu'on peut avoir sur ce territoire. Alors pour arriver à ça, comment faire? Donc nous, alors, sur le plan climat, pareil. Hein. Donc c'est comment on développe, d'accord, les mobilités alternatives. Donc première mobilité alternative qu'on peut développer, c'est quand même, aujourd'hui, c'est quand même le piéton, avant tout. C'est aujourd'hui, c'est redonner l'espace permettant aux piétons de se déplacer. Alors, parce que moi je ne sais pas, mais vous le voyez bien, sur Marseille c'est compliqué quand même de se déplacer à pied sans être embêté par les voitures sur le trottoir et tout ce que vous voulez. D'accord? Alors, et on voit bien les réussites aussi de la piétonisation. Je ne veux pas dire, mais sur le Vieux-Port, comme vous le voyez ou non, c'est une sacrée réussite en termes de réappropriation de l'espace public aux piétons et non plus à la voiture. Donc le premier axe, c'est bon là, donc le premier axe, c'est de redonner, de reprendre en compte en fait le piéton. Or, ça a compliqué puisque toi, il y a un vrai lobbying, qu'on le veuille ou non, du tout voiture. Donc chaque fois qu'on doit faire de l'espace public, c'est chaque fois au profit de la voiture. C'est-à-dire que la marge de manœuvre, elle est systématiquement au détriment soit des transports en commun, soit du piéton, soit du cycliste. C'est-à-dire qu'elle est un des trois, d'accord, qui va être sacrifié pour la voiture.
Et ça, cette volonté, cette réalité, elle existe toujours. Et on n'a que le voir. Alors, on va voir peut-être que là, il y a un projet avec le rond-point du Prado, peut-être qu'on va voir peut-être qu'il y a un effort, mais sinon, quand même, sur notre territoire, en tout cas, on voit bien que la voiture quand même est privilégiée. On voit bien que, avant tout, on fait des tunnels qui sont déjà bouchés avant même qui répondent au problème d'engorgement de la circulation, ou qui ne sont pas du tout utilisés, comme le dernier tunnel qu'on voit qui va du Prado jusqu'à l'autoroute, où voilà, excusez-moi, tout est fait pour favoriser quand même la voiture. Donc dans ce plan climat, quand même, il y avait la volonté quand même de changer cette vision, d'accord, du tout voiture, en mettant en place finalement donc, un schéma directeur des modes doux. Donc ça permettait d'avoir des cheminements à vélo sur cette ville. Contrairement à ce qu'on pensait, cette ville elle est cyclable. Voilà, je dirais, on le voit. Il y a de plus en plus de gens qui roulent à vélo. Jusqu'à maintenant, on pensait que c'était impossible, que ça ne pourrait pas fonctionner. On voit bien que c'est le contraire. Donc toujours avec, pourquoi? Parce que Marseille, il y a beaucoup de pentes, oui, il y a une butte qui s'appelle la Plaine. Après, on a les quartiers nord, mais après tout le reste, quand même, c'est assez plat. Et puis quand vous êtes assez malin, vous évitez de vous prendre des grosses côtes et de trouver les moyens pour se prendre, même à la Plaine. Donc le schéma directeur des modes doux, c'était une volonté de mettre en fait les cheminements cyclistes au sein de cette ville. Donc, alors quelques opérations qui ont fonctionné, c'est-à-dire par exemple tout le quartier de l'Opéra maintenant est à double sens, quelque chose qui était inimaginable en 2012. D'accord? Comment on peut concevoir que les vélos roulent à contresens des voitures? C'est ça qu'on a mis en place hein, autour de l'Opéra. Donc tout ça, toujours pareil. Pourquoi? Parce que blocage en fait, de l'ensemble de la société, disant que c'est pas possible parce que c'est dangereux. Voilà, donc sur le principe de la dangerosité, on rend finalement les alternatives non possibles. Par exemple, on dit ah ben non, le vélo c'est trop dangereux, donc interdisons le vélo. Parce que ça, en gros, hein, je veux dire, ça va vite. Donc, alors que non, au contraire, c'est parce qu'il y a du vélo que la violence routière deviendra moindre. Voilà, donc aujourd'hui c'est développé, donc je vous dis là sur le quartier de l'Opéra ça a été développé, mais c'était assez simple parce que c'est assez restreint et assez petit, donc ça a fonctionné. Par contre on voit bien qu'on a toujours les mêmes soucis en termes de modes doux, de vraies pistes cyclables qui permettent de relier en fait les points névralgiques de la ville. Et ça ce n'est pas fait et il y a vraiment un gros travail à faire. Pareil pour ceux qui font du vélo mais qui ont des longues distances à faire, parce qu'à Marseille c'est quand même assez important quand même les distances à faire. J'ai mis en place justement une prime pour l'achat de vélos électriques qui permettait de développer en fait un mode un peu alternatif qui permettait de rendre le vélo encore plus agréable et moins sportif. Et puisque moi je l'utilise depuis 7 ans, et c'est vrai que c'est un outil de déplacement qui est très, très adapté en fait au monde du travail, puisqu'on arrive au travail, on n'est pas obligé de prendre la douche pour aller. Voilà. Donc c'est le côté pratique. Voilà, donc ça c'est des petits axes qui permettent en fait. D'abord, je vais d'abord passer la parole à Pierre Giraud, qui est le délégué PACAD d'Électriciens sans frontières. Électriciens sans frontières, qui est l'association qui organise la présente réunion, qui se situe dans le cadre de la préparation de la COP21. Et c'est de ça que nous allons parler maintenant. Voilà, je passe la parole à Pierre Giraud. Oui, bonjour, merci à tout le monde d'être venu. Électriciens sans frontières, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ONG. On intervient dans le monde entier, donc sur des projets, sur des expertises et sur des missions d'urgence. Voilà, donc chaque année, depuis 2013, on fait la semaine de l'énergie solidaire. Cette année plus particulièrement, on se rapproche il y avait la COP21, donc on essaie de faire une préparation de la COP21 voilà, au sein de la délégation PACA. Voilà, et voilà, que je peux dire d'autre, que je vous remercie dans l'éthique d'avoir organisé cet événement. Et que tout le long de la journée, donc, il va y avoir des ateliers, on interviendra au fur et à mesure. Voilà, donc je vais vous passer la parole. On va passer la parole tout de suite à Noria Ticambale, qui a été la cheville ouvrière de cette semaine, et qui
peut-être préciser exactement quels sont les enjeux qu'elle fixe. Et merci Jacques. Donc bonjour à tous, merci d'avoir répondu à cette invitation. Donc moi c'est Nouria Titon-Laé, donc je suis membre de SF depuis 2012. Et pour cette année, on m'a confié la responsabilité de mettre en place la semaine de l'énergie solidaire qui va se dérouler du 28 septembre, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, au 2 octobre jusqu'à vendredi prochain. Donc l'objectif de cette semaine, c'est un petit peu de sensibiliser les personnes, nos citoyens en région PACA, mais aussi au-delà, puisque nous, comme disait tout à l'heure Pierre Giraud, on intervient à travers différentes régions du monde. Et donc l'objectif de nos rencontres aujourd'hui, c'est surtout d'exposer l'expertise de chacun. Alors il y a des experts, il y a la société civile, des responsables associatifs qui vont intervenir tout au long de cette journée du 28 septembre, mais aussi tout au long de la semaine. Donc moi je voulais remercier surtout les intervenants qui ont répondu favorablement à cet appel, notamment Pierre Sénériva, qui est un ex-vice-président de la communauté urbaine de Marseille et qui est membre d'Europe Écologie Vert, ainsi qu'Alain Nicolas, qui est toujours conseiller régional, puisque nous sommes sur la fin du mandat. Et je voudrais remercier toutes les associations qui ont pris part, notamment Zidé, qui fait partie, qui est le président de l'association Demain, et au bien commun PACA. Nous avons eu beaucoup de chance parce que nous avons eu beaucoup de partenaires qui se sont mobilisés pour soutenir notre semaine de l'énergie solidaire. On va beaucoup parler d'énergie renouvelable parce que c'est très important. On sait très bien qu'aujourd'hui il y a un gros changement climatique et qu'à travers pas un changement mais plutôt un dérèglement climatique, et qu'à travers ce dérèglement, la responsabilité est à tout un chacun à travers les actions que l'on fait tous les jours pour sensibiliser tous les citoyens. Voilà, pour ma part, je ne vais pas intervenir ce matin. Par contre, je ferai une intervention lors de la plénière cet après-midi à 17h45 au Conseil régional et je compte sur votre présence. Merci. Surtout qu'avec le dérangement climatique, il faut absolument qu'on soit plus sur de la consommation d'énergie renouvelable que sur les autres énergies dont on connaît aujourd'hui les conséquences. Merci à vous. Bonjour. 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 Merci pour l'information. Oui. Voilà, alors expliquez-nous un peu le but de cette belle journée. Alors en fait, c'est pas qu'une journée, c'est une semaine qui démarre aujourd'hui, donc le 28 octobre, le 28 septembre jusqu'au 2 octobre. Et elle s'est intitulée la semaine de l'énergie solidaire, qui est organisée en fait par ESF, Électricité sans frontières, qui est en fait une association qui est regroupée de plusieurs associations sous forme de fédérations, ONG. Et donc toutes les années, on met en place cette semaine pour sensibiliser les citoyens concernant les différentes actions qu'on fait dans les différentes régions du monde, puisqu'en fait on intervient beaucoup au niveau des pays du Sud, mais on fait aussi tout ce qui est situation d'urgence, notamment en Haïti, au Népal, où nous avons intervenu. Donc ce sont en fait des projets qui sont portés par des chargés de mission. À savoir, c'est que Électricité sans frontières est une ONG qui découle en fait des agents techniques et experts de EDF, et soit qui sont à la retraite et qui disposent un peu de temps et qui font bénéficier de leur expertise aux pays en voie de développement. Donc, merci. J'espère bien que cette journée sera enrichissante, une semaine enrichissante. Et nous en tirons profit parce qu'éventuellement, je suis sur ce domaine d'ailleurs, puisque je fais génie climatique. Donc, en même temps, je suis dans le sanitaire thermique, l'électricité, l'une des raisons d'ailleurs. Je suis intéressé voilà, ce programme. Voilà, en tout cas, nous remercions, nous prendrons acte et puis j'espère que ça ira loin parce que franchement, les besoins se font sentir dans nos pays tropicalisés. Exactement, surtout avec le dérèglement. On va changer de salle Non, parce qu'elle est prise. En fait, moi, je l'avais réservé, j'avais réservé 2 salles. Donc, du coup, on va rester là. Et on peut la récupérer à 11h.
Oui, voilà. Bon.